Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le théorème le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc, on prend une famille libre dans un espace pré-hilbertien muni du produit scalaire, muni d'un produit scalaire qu'on appellera phi. Alors, le théorème nous dit qu'il existe une unique famille qui respecte trois conditions. Donc, la famille, on l'appellera E1, En. Cette famille, elle doit être orthonormée. L'espace vectoriel engendré par cette famille doit être le même que l'espace vectoriel engendré par notre famille de départ x1, xn. Et phi de ek, xk doit toujours être strictement positif. Alors la première chose qu'on peut dire déjà là-dessus, c'est qu'on peut avoir à chaque fois quelque chose de strictement négatif, puisque comme on a x1, xn qui forment une famille libre, tous les vecteurs xi sont non nuls. Et donc, puisque tous les vecteurs xi sont non nuls, on va pouvoir créer un autre vecteur qui lui aussi sera non nul et qui dépendra en quelque sorte des xi précédents. Voilà. Alors, pour faire cette démonstration, donc, je ne déclenche pas le chronomètre, mais sur un développement d'agrégation interne, c'est un petit peu court. Il faudra faire une petite application et donc je vous montrerai l'application après. Donc, c'est parti pour la démo. Je me suis basé sur le livre de Rombaldi, Analyse pour l'agrégation. Voilà. On le trouve facilement, hein. Vous tapez le mot-clé Gram-Schmidt ou orthonormalisation et vous allez tomber dessus directement. Ok, donc en fait ce qu'on va faire ici c'est une démonstration par récurrence. Alors je n'insiste pas trop sur la récurrence en elle-même. On notera Pn toutes ces conditions-là, du coup. Et donc, on va commencer par faire l'initialisation pour P égale 1. C'est-à-dire qu'on a une famille qui ne contient qu'un seul élément, x1. Donc, ce vecteur-là, il est non nul. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pose E1 qui sera égal à x1 sur la norme de x1. Donc ici la norme c'est la norme associée au produit scalaire, hein, c'est-à-dire que la norme, ici c'est l'application qui a un élément de E dans R. Si je l'appelle x, ça lui associe la racine carrée du produit scalaire entre x et lui-même. Donc voilà pour ce que j'appelle la norme. Donc ce vecteur-là, il sera forcément de norme 1, donc on peut vérifier que ça c'est une norme. Ce qui veut dire qu'on a la condition ici que ma famille E1 est orthonormée, puisque de norme 1. Le sous-espace vectoriel engendré par E1, c'est bien le même que pour x1. Et ici, le produit scalaire entre ek et xk est bien strictement supérieur à 0. Alors, il est bien strictement supérieur à 0, parce que si je fais phi de E1 x1, ça me donne 1 sur la norme de x1 fois phi de x1, x1. Ça, c'est la norme au carré, donc ça nous fait la norme de x1. Et une norme est ici strictement positive, puisque x1 est un vecteur non nul. Ok, donc ce E1, il convient. Il ne reste plus qu'une chose à déterminer, c'est l'unicité. Donc si j'arrive à trouver un autre vecteur, bah, du coup, ma propriété ici tombe à l'eau. Donc pourquoi on a unicité? Parce que si je prends un autre vecteur que j'appelle E1' qui vérifie toutes ces conditions-là, et bien après en faisant le produit scalaire des deux ici, donc là forcément je vais avoir un E1' qui va s'écrire sous la forme lambda 1x1, d'accord, pour qu'on ait le même sous-espace vectoriel, le même espace vectoriel engendré par mes vecteurs. Donc du coup, je vais le noter, hein, si E1' est un autre vecteur, alors ça veut dire que E1', je peux l'écrire lambda 1x1 avec lambda 1 qui est différent de 0, un réel. Et ensuite, du coup, je fais le produit scalaire. Ce que je veux obtenir, c'est que le produit scalaire, ici, ça doit me donner quelque chose de strictement positif. Et donc, du coup, je vais avoir un lambda 1 qui doit être strictement positif. Et puisque le lambda 1 doit être strictement positif, avec les conditions qui sont ici, on va avoir que lambda 1 devra être égal à 1 sur la norme de x1. Et donc finalement,
on aura E1' qui sera égal à E1. Donc on aura bien l'unicité. Voilà, j'insiste pas plus là-dessus, vous pouvez faire les calculs par vous-même, on le trouve très rapidement, cette chose-là. Donc maintenant, soit P appartenant à n étoiles, avec P qui est un nombre supérieur ou égal à 2, on suppose que quel que soit K appartenant à l'intervalle 1, P-1, la propriété à l'indice au rang P-1 est vraie. Et on veut montrer que la propriété au rang P est vraie. Donc ici, je ne note pas la propriété parce qu'elle est très longue à écrire, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc la première chose qu'on va faire, en fait, c'est que on va raisonner par analyse-synthèse. Ce qu'on aurait pu faire dans l'initialisation. Hein. Donc raisonnement par analyse, supposons une famille qui convient. Donc je note E1', EP-1', EP, pour distinguer les E1' et P-1' de ceux qui seraient dans les étapes ici P1, P2, P3 jusqu'à P1. Donc là, le E1', bah, potentiellement, c'est pas le même que dans ma propriété au rang 1. C'est pas le même E1. C'est pas forcément celui-ci. Sauf que, par hypothèse de récurrence, eh bien, quand je suis à l'ordre 1, j'ai un E1' qui est forcément égal à E1. Et une fois que le E1' est forcément égal à E1, j'en déduis que E2', il est forcément égal à E2. Et de la même façon, du coup, j'ai EP-1' qui est égal à EP-1. Voilà, donc on a déjà l'unicité. On sait ici que notre famille, elle va s'appeler ici E1. Donc je peux directement dire ça. J'efface les choses qui ne sont pas très importantes ici. Je viens de démontrer que le E1 qui est là, bah, c'est le même que celui dans les étapes précédentes. Donc mes vecteurs que je construis, je peux les construire étape par étape. Ils ne vont pas changer d'une étape à une autre lorsque je rajoute un élément dans ma famille. Ok ? Une fois qu'on a ça, donc je gagne un petit peu de place ici, eh bien ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire la chose suivante. Le vecteur xp, donc oui c'est ça le vecteur xp, ici, il engendre un espace vectoriel qui est le même que pour E1, En. Et le vecteur xp, il est libre par rapport au vecteur x1, xp-1. Et puisque le vecteur xp est libre avec les vecteurs x1, xp-1, je peux dire que, et que x1, xp-1, il engendre le même espace que E1, EP-1, je peux dire que xp, il s'écrit comme une somme pour i allant de 1 jusqu'à p-1 de E1 de lambda 1, lambda i, ei, plus, non, ici je prends pour EP, ce sera mieux, voilà, EP, plus lambda p, xp. Alors, je fais ça, j'essaye de l'expliquer assez rapidement, ici, mon dernier vecteur qui est là, eh bien, je peux l'exprimer comme combinaison linéaire de tous ceux qui sont ici, parce que je veux avoir l'égalité. Et comme là, je suis en train de faire une analyse, je suis en train de partir du principe que cette égalité, elle est vraie, que l'orthonormalité est respectée, et que le produit scalaire ici vérifie bien que c'est strictement supérieur à 0. Donc mon EP, je peux l'écrire sous cette forme-là. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme travail ? On va pouvoir dire la chose suivante. Quel que soit J appartenant à l'intervalle 1, P-1, si je fais le produit scalaire entre EJ et EP, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc là, j'utilise la linéarité du produit scalaire et je peux dire que c'est égal à phi de EJ avec la somme pour i allant de 1 jusqu'à p-1 des lambda i ei plus lambda p xp, qui est donc égal à la somme pour i allant de 1 jusqu'à p-1 des
lambda i fois phi de EJ EI plus lambda p fois phi de EJ EP. Ok, ça c'est la première chose. Et donc, du coup ici, je sais que par hypothèse de récurrence, ici, hop, par hypothèse de récurrence, si mon J n'est pas égal à I, le produit scalaire entre EJ et EI, il est je n'ai que j'ai une famille orthogonale, donc du coup ce produit scalaire là vaut 0. Et donc le seul élément qui va me rester dans toute ma somme, c'est pour phi de EJ EJ, ou EI EI ici. Donc là ce sera en EJ EJ, et phi de EJ EJ est égal à 1 parce que la norme de tous mes vecteurs est égale à 1. Donc là, je me retrouve que avec lambda j plus lambda p phi de EJ EP. D'ailleurs, c'est bizarre, je devrais avoir un XP ici. Ouais, c'est XP ici. Pardon. Voilà, XP. Donc c'est l'élément qui est là. Donc là, j'ai utilisé la bilinéarité du produit scalaire. Donc, je peux en déduire que... je peux en déduire quoi? Ici, que lambda j, ça, c'est forcément égal à 0. Enfin, je veux que ce soit égal à 0, disons-le comme ça, dans mon analyse. Et donc, du coup, mon lambda j, je peux dire que c'est égal à moins lambda p phi de EJ XP. Voilà, maintenant je reprends ici mon écriture qui est là. Donc on reprend étoile. Et ce que je peux dire, c'est que EP, c'est égal à un lambda p facteur de XP moins la somme pour J allant de 1 jusqu'à P moins 1. Donc là, je reprends ma somme qui est là. Mais le lambda I, ici, je le réécris sous cette forme-là. Lambda P phi de EJ XP fois le vecteur EJ. Voilà. Et donc ça, finalement, ça va être un lambda P fois FP. Avec FP qui est un vecteur non nul. Alors pourquoi c'est un vecteur non nul, FP? Parce que si je regarde ici, j'ai exprimé en fonction du vecteur XP et d'un certain nombre de vecteurs EJ. Or, il se trouve que la famille E1 jusqu'à EP-1 est égale au sous-espace vectoriel engendré par X1, XP-1. Et donc cet espace vectoriel, quand je l'associe au XP, je dois obtenir une famille libre, et donc je ne peux pas avoir une somme qui va me donner quelque chose égal à 0. Autrement dit, XP n'appartient pas, ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire des EJ pour J compris entre 1 et P-1. Il pourrait, si notre somme allait jusqu'à P, mais là, jusqu'à P-1, ce n'est pas possible, sinon ça vient en contradiction avec tout ce qu'on a supposé précédemment. Ok, et donc puisque FP ici il est non nul, on peut donc dire que la norme de EP, que l'on veut être égale à 1, sera égale à lambda P fois la norme de FP. D'où le fait que lambda P est égal à plus ou moins 1 sur la norme de FP. On a déjà vachement réduit notre champ d'action en fait. On ne peut choisir qu'une seule valeur pour lambda P. Enfin, que deux valeurs. Et si on arrive à montrer qu'il n'existe qu'une seule valeur, on aura démontré l'unicité de notre famille, ici, et ensuite on n'aura plus qu'à remonter tout ce qu'on a fait précédemment pour montrer l'existence par synthèse. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour avoir l'unicité, ici, pour discuter de ça? Et bien, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer phi de EP avec XP. C'est la dernière chose que l'on n'a pas utilisée. Ici, on n'a pas utilisé le fait que ça doit être strictement positif. Donc je le mets ici, ça doit être strictement positif. Et maintenant, je remplace. Alors, qu'est-ce qu'on va changer là-dedans?
dans phi de EPXP? Eh bien, celui qu'on va garder ici, cette fois, ça va être le... Il ne faut pas faire d'erreur ici. Ce qui nous intéresse, c'est d'introduire le lambda p qui est là. Et si je veux introduire le lambda p qui est là, il va falloir que je l'écrive sous la forme, il faut juste que je le retrouve au bon endroit, ici. Là, je vais donc isoler mon xp qui est là, et donc je garde le ep d'un côté, et je bascule tout le reste de l'autre côté. Donc ça va nous faire 1 sur lambda p fois EP plus cette somme-là. Pour I, pour J allant de 1 jusqu'à P-1, des phi de EJ XP fois EJ. Ce produit scalaire, ici j'utilise la bilinéarité comme tout à l'heure. J'obtiens 1 sur lambda P fois phi de EP. Donc ça, d'après mon analyse ici, ce sera égal à 1, plus la somme pour J allant de 1 jusqu'à P-1 de phi de EJXP, qui est un nombre réel, donc je peux le sortir de mon produit scalaire, fois le produit scalaire entre EP et EJ. Ok, ça, ce sera toujours égal à 0, puisqu'on veut avoir une famille orthonormée. Ça, c'est égal à 1. Et donc, du coup, ici, on se retrouve avec 1 sur lambda p. 1 sur lambda p strictement positif, ça veut dire que lambda p est strictement positif. Et du coup, comme on n'a qu'un seul lambda p, on a unicité de la solution. Synthèse. Eh bien, synthèse, en choisissant lambda p comme étant égal à 1 sur la norme de fp, tout convient. Je vais le marquer comme ça. Tout marche. Alors pourquoi tout marche? Parce on respectera cette condition-là. Donc le troisième critère qui est là. On respectera cette condition-là puisque c'est ce qui nous a permis d'écrire les premières étapes ici. Et on respectera le fait que la famille est orthonormée puisqu'on aura ici à chaque fois pris que des choses qui sont égales à 0 quand on fait les produits scalaires les uns avec les autres. Voilà. Donc voilà pour la démonstration du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Maintenant, en deuxième partie, ce qu'on peut faire, c'est parler de cet exercice-là, qui utilise finalement le procédé d'orthonormalisation. Alors, on ne normalise pas, mais on va orthogonaliser une famille de vecteurs, et donc on va travailler avec les polynômes, ce qui s'appelle ici les polynômes orthogonaux, et en particulier, cette famille de polynômes, ce seront les polynômes de de Legendre, pardon. Ça se trouve dans le livre de Ramy L2. Donc c'est pareil, vous tapez procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt et c'est le premier exercice qui vient juste après le théorème. Il est très bien détaillé, il n'y a aucun problème pour le lire et pour y avoir accès le jour de l'oral. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien la première étape en fait c'est qu'on va commencer par calculer de manière générale le produit scalaire, et donc on va calculer le produit scalaire pour t exposant n et t exposant n. Donc ça nous fait l'intégrale entre -1 et 1 de t exposant n plus m dt, ce qui est égal. Ok, là je peux vous laisser faire les calculs rapidement. Pour le passage de là à là, ça se fait vraiment très facilement. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va constater la chose suivante. Si je fais phi de 1, 1, donc là j'ai t exposant 0, t exposant 0, 0 plus 0 c'est pair, donc du coup je vais être dans ce cas-là. Donc ça nous fait 2 divisé par 1. Donc ça fait 2.
phi de t avec t, ce sera égal à phi de t carré 1, ce sera égal à, donc ici j'ai un coefficient 1, 1, donc ça nous fera 2 sur 3. Et pour finir, phi de t cube avec t, ce sera égal à phi de t carré avec t carré, ça nous fera 2 sur 5. Alors on pourrait continuer plus loin, sauf que ici l'idée c'est que on s'arrête, on est dans R3 de x. Et donc moi ce que je veux c'est avoir des polynômes dont le produit scalaire ici ce sera toujours égal à 0, donc une famille orthonormée. Je veux que le degré ce soit exactement n et je veux que Pn soit unitaire. Alors prenons pour P0, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Eh bien il faut qu'il soit de degré n, donc ici de degré 0, et unitaire. Donc pour être unitaire, ici j'ai pas le choix, il faut que ce soit 1. Il vérifie la condition 2 et 3. Pour l'instant, je n'ai pas associé d'autres polynômes, donc je ne peux pas encore vérifier la condition 1, mais celui-ci, il convient. Puis, on va prendre P1 de t. P1 de t, eh bien, je veux qu'il soit unitaire, donc en fait, ici, il va falloir qu'il s'écrive t plus un certain nombre pour être unitaire, et de degré 1. Ok. Alors, il se trouve que ce polynôme-là, il convient. Alors, pourquoi est-ce qu'il convient? Parce que si je fais phi de 1t, eh bien ici, j'ai un polynôme, j'ai t exposant 0, t exposant 1. La somme des exposants est impaire, donc le produit scalaire vaut 0. Du coup, c'est cool, cette condition-là est bien respectée. Maintenant, si je veux P2 de t, si je veux P2 de t, en fait, il faut qu'il soit unitaire de degré 2, donc il s'écrive t carré plus un certain nombre de t plus un certain nombre. Avec la condition que phi entre P2 et P0 soit égal à 0. Or, ça, c'est donc phi de t carré avec 1 plus alpha 2 phi de t avec 1 plus bêta 2 avec phi de 1 avec 1. Bah là c'est cool en fait parce que déjà ce phi de t1 ici, ça vaut 0. Donc je peux l'écarter. Et je dois avoir comme deuxième condition que le produit scalaire entre P2 et P1, ça va être encore plus facile. Cela fait 0 et je n'ai plus qu'un terme en alpha 2. Ce système, donc c'est le système que je dois absolument, qui doit convenir. Hein. Et donc là j'ai d'un côté 0 est égal à phi de t carré 1, ça nous fait 2 tiers, plus bêta 2 fois phi de 1, 1, ça fait 2, donc plus 2 bêta 2, et d'un autre côté j'ai 0 qui est égal à alpha 2 fois phi de t, ici, c'est 2 tiers. Bon bah là directement on obtient hein, que alpha 2 vaut 0 et bêta 2 vaut moins 1 tiers. Ce qui veut dire que le P2 de t, il est égal à t carré moins 1 tiers. On peut faire la même chose pour le P3 de t, et j'en aurai fini ici avec mon exemple. Le P3 de t, du coup de la même façon, il doit s'écrire t cube plus alpha 3 t carré plus bêta 3 t plus gamma 3. Donc cette fois on a trois inconnus, alpha 3, bêta 3 et gamma 3, mais on va avoir ici un système de 3 équations. Ça c'est égal à 0. Et pour finir celui-ci, du coup, là par contre je vais avoir une petite ambiguïté, puisque du coup je vais avoir phi de t cube avec P2, c'est-à-dire avec, ici le P2 c'est t carré moins 1 tiers, plus
alpha 3 fois phi de t carré. Je vais pouvoir barrer immédiatement, parce que ici j'ai que des termes de degré pairs, et donc quand je l'additionne avec un terme de degré impair, ça nous fera 0 à chaque fois. Pour celui-ci, et pour celui-ci c'est pareil, je vais avoir ici un degré impair à chaque fois. Donc voilà le système que l'on veut obtenir. Ce système-là, il est équivalent à... Donc, finalement, j'ai obtenu mon quatrième polynôme, P3, qui sera égal à t cube moins 3/5 de t. Et j'ai donc ma famille P0, P1, P2 et P3 qui est bien une famille orthogonale et qui vérifie les conditions. Donc voilà ici sur un cas concret avec les polynômes de Legendre comment ça pourrait fonctionner. Bien évidemment, après on pourrait calculer P4, P5, P6. On a l'impression ici que les polynômes de rang pair ici ne vont avoir dans leur expression que des éléments de type pair, et pareil pour impair, de type impair ici. Ce serait approuvé. Il me semble avoir vu ça en feuilletant certains livres, mais je ne connais pas la formule générale. Ça peut valoir le coup de s'intéresser à ça. Si quelqu'un a une référence, je suis preneur. Merci de m'avoir suivi. À une prochaine.